Donc, sans plus tarder, je vous cède la parole. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup, premièrement, de m'avoir invité à témoigner dans le cadre de cette commission spéciale. Je vais m'excuser, je suis un peu nerveuse. J'ai jamais eu à témoigner devant une commission de ce genre. Donc, On va prendre le temps qu'il faut. Prenez votre temps. Il y a pas de... On n'a pas d'enjeu aujourd'hui. On est là pour écouter ce que vous avez à dire et c'est important pour nous de vous entendre. super, merci beaucoup. Donc, je me présente, Georgette Racasse, psychologue clinicienne, je suis psychoéducatrice aussi et professeure agrégée au département de psychoéducation de l'Université du Québec à Trois-Rivières, au campus de Québec. Je suis aussi chercheuse en santé mentale, donc mes domaines d'expertise sont la santé mentale positive, c'est-à-dire le bien-être, la maladie mentale, ainsi que la prévention du suicide. Je m'intéresse aussi à la santé mentale des Autochtones. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis très contente d'être ici car la question de l'aide médicale à mourir pour seul motif, la maladie mentale, m'interpelle beaucoup. Ça m'interpelle beaucoup comme professionnelle en santé mentale, évidemment, mais aussi en tant que personne vivant avec une maladie mentale depuis l'âge de 23 ans à peu près. Je prends une gorgée d'eau. Pardon. Je veux tout de suite me positionner. Donc, je suis contre l'inclusion de la maladie mentale comme seule condition médicale pour l'aide médicale à mourir. J'aimerais aussi prendre un moment pour vous expliquer mon propre vécu personnel avec la maladie mentale, donc mon séjour, mais c'est pas un séjour, c'est mon expérience en fait. Pendant plus de 20 ans, je pensais vivre avec un trouble dépressif. Donc, j'ai eu 3 épisodes au cours de ces 20 dernières années qui ont engendré des congés de maladie plus ou moins longs, donc de quelques semaines à quelques mois même. Donc, sur cette période-là, j'ai essayé divers médicaments, donc des antidépresseurs, des anxiolytiques, des antipsychotiques. Je prends encore tous ces médicaments-là. C'est que j'ai aussi un trouble obsessionnel compulsif depuis que j'ai 8 ans environ. Donc, je suis évidemment encore suivie en psychothérapie. Ce qui est arrivé, par contre, c'est qu'au mois de mars donc, de cette année, j'ai eu ma plus récente rechute. Donc, j'étais, je vais vous dire bien franchement, j'étais très, très découragée, même désillusionnée, on va dire, parce que j'ai suivi, j'ai tout fait ce qu'il fallait faire. Je veux dire, j'ai pris le traitement pharmacologique, j'avais une psychiatre, je suis allée à l'hôpital de jour, j'ai fait les ateliers d'autogestion de la dépression, de l'estime de soi, etc., etc. Puis même si je suis psychologue et même si je sais que le processus de rétablissement, bon, il n'est pas linéaire, hein, ça m'a vraiment découragée beaucoup. Donc, le problème, c'est que c'était pas les traitements, c'était que je n'avais pas le bon diagnostic. Donc, il y a à peine 2 semaines, donc en début du mois de mai là, de cette année, j'ai eu le bon diagnostic. J'ai un trouble bipolaire de type 2, qui est un trouble mental considéré comme grave et persistant. Donc, je vais devoir prendre des médicaments que je viens de commencer il y a quelques jours, toute ma vie, fort probablement. Donc, quand je vous dis que les mois précédant le diagnostic, c'est-à-dire le mois de mars et le mois d'avril, ça a été vraiment très, très, très difficile pour moi parce que je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Je comprenais pas, j'étais vraiment très mal. Mes médicaments semblaient empirer la situation. Et j'ai même pensé sérieusement au suicide. Donc, dans le sens que j'avais un plan que j'avais commencé à mettre à exécution, mais étant donné que, bon, ça fait plus de 20 ans que je travaille sur la prévention du suicide, étant donné que je donnais un cours cette session sur l'intervention auprès de personnes suicidaires, donc évidemment, je suis plus que, on va dire, que la moyenne, je suis plus sensible aux réalités et aux services existants en prévention du suicide.
J'ai décidé de chercher de l'aide, en fait. J'ai appelé le 1-866 appel, puis ce qui était difficile pour moi, parce que je travaille dans ce milieu, donc je peux je peux parler à quelqu'un que je connais quand j'appelle. Même chose quand je vais à l'hôpital, je peux croiser des gens que je connais. Donc, j'ai appelé, puis l'intervenante a été très, très aidante, puis ça m'a aidé à me raccrocher à la vie. En fait, c'est ça, je suis encore ici, comme vous voyez, je suis là devant vous. Donc, pour moi, c'est pour ça qu'on a ce type de service, pour nous aider à traverser nos moments les plus laids, pour nous aider à se retrouver et à retrouver même si c'est un petit brin d'espoir dans la noirceur. Donc, moi, je ne voulais pas mourir, mais je voulais arrêter de souffrir. C'était ça, là. Et maintenant, avec le début d'un traitement prometteur, en tout cas à suivre, j'ai quand même un grand espoir pour mon rétablissement. Même après 20 années de haut et de bas et de rechute, non seulement je suis en vie, mais je compte le rester. Pourquoi je vous raconte tout ça? Oui, c'est mon histoire personnelle, mais c'est celle de plusieurs autres personnes au Québec. Je suis loin d'être exceptionnelle. Près de 20% de la population du Québec, soit une personne sur 5, souffrira d'une maladie mentale au cours de sa vie. Je ne suis pas unique là-dedans. Je vous ai aussi parlé de suicide. Comme vous le savez, au Québec, le suicide demeure toujours problématique. Je sais très bien que les chiffres vont en baissant, mais il demeure problématique. Et comme vous le savez probablement aussi, selon la littérature sur le sujet, 90% des personnes qui décèdent par suicide avaient un trouble mental. 90%, c'est énorme. C'est énorme. Ça nous dit quelque chose là, qu'on ne peut pas ignorer. Là. Donc, la maladie mentale ainsi que le suicide sont des problèmes de santé publique qui nécessitent une réponse de santé publique. L'inclusion de la maladie mentale comme seul motif dans la loi concernant les soins de fin de vie est une réponse, à mon avis, politique à un problème de santé publique. Cette loi individualise. Je suis malade, je ne trouve pas d'emploi, je suis stigmatisée, je veux arrêter de souffrir. Un problème sociétal, celui où la maladie mentale est encore tabou, encore stigmatisée, où l'accès aux services en santé mentale est très difficile. On a juste à voir les listes d'attente, même au privé actuellement, où la recherche en psychiatrie est sous-financée, où le financement des programmes de promotion et de prévention en santé mentale continue à diminuer. On sait pourtant ce qu'il faut pour renforcer la santé mentale populationnelle. On sait ce dont on a besoin pour aider les gens qui sont déjà malades à aller mieux. Le problème est que nos gouvernements successifs ont fait des choix. Ils ont décidé de ne pas investir dans ce qu'il nous faut pour améliorer la santé mentale en amont, ni dans ce qu'il nous faut pour nous rétablir quand on est déjà malade. Pourtant, l'ironie dans tout ça, c'est que le rétablissement est au cœur du plan d'action en santé mentale. Et là, on se retrouve à devoir débattre de l'inclusion des personnes atteintes de maladies mentales à l'AMM pour supposément nous aider à mieux mourir quand on n'a même pas accès aux services minimaux pour nous aider à mieux vivre. Vivre, je dis bien vivre, pas survivre, vivre bien et dans la dignité. Dans ce contexte, en donnant le OK à l'AMM pour seul motif la maladie mentale, on nous donne un signal clair de désengagement face à la problématique de la santé et de la maladie mentale. Bon, on pourrait dire qu'il n'y a jamais vraiment eu un engagement envers la santé mentale au Québec, un engagement clair, mais actuellement, on pousse pas mal plus loin. On lance un message clair aux gens en disant, des gens comme moi, qu'il n'y en a pas d'espoir. Et pourtant, on investit dans la prévention du suicide. Pourtant, on sait que ce n'est pas la mort, mais la fin de la souffrance que les personnes cherchent lorsqu'elles pensent au suicide, lorsqu'elles tentent de se suicider, lorsqu'elles se suicident. On dit et on le redit, je ne sais pas combien de fois, le suicide n'est pas une option. C'est ce qu'on dit. Donc, moi, la question que je me pose, c'est comment réconcilier l'aide médicale à mourir avec cela en sachant que 90% des personnes qui décèdent par suicide ont une maladie mentale. Comment différencier le désir de mourir par l'aide médicale à mourir du désir de se suicider? Même des experts
en prévention de suicide, là, je veux dire, c'est mon domaine, là, je ne serais pas capable de le différencier. Là. On nous dit qu'on ne peut pas exclure la maladie mentale comme seul motif de l'AMM pour ne pas discriminer contre les personnes vivant avec une maladie mentale. Ce que je peux dire à ça, c'est vraiment, j'en reviens pas premièrement de cet argument parce que c'est tout un argument considérant que nous sommes discriminés et stigmatisés dans la vie au quotidien. Accès au logement, à un travail, à un revenu décent, aux assurances invalidité, aux assurances hypothèques. Moi, je ne suis pas assurable au niveau de l'invalidité pour mon hypothèque. Là. C'est impossible et ça va toujours rester le même parce que j'ai une maladie mentale. Étrange comment ces formes multiples de discrimination ne font pas l'objet de commissions spéciales. Pour moi, l'argument de la discrimination face à la mort ne peut pas être considéré légitime lorsqu'il y a une discrimination face à la vie. Pour moi, c'est insultant. Quand j'ai vu cet argument-là, bon, OK. Bon. Si on parle de sauvegarde... Pardon, parce que j'avais mon timer allumé. Donc, si on parle de sauvegarde, je vais répéter d'abord, comme je vous ai dit, que je suis contre l'aide médicale à mourir pour seul motif de la maladie mentale, parce que dans le contexte actuel, pour moi, ça serait une solution facile, entre guillemets, pour régler un problème complexe, sans guillemets. On sait ce qu'il faut en réalité pour répondre à ce problème, des engagements politiques clairs, des investissements financiers importants. Pour moi, il faut que les éléments suivants soient mis en place. Sur le plan populationnel d'abord, si on regarde, je regarde sur 3 plans. Le premier, c'est le plan populationnel, pardon. Augmentation des services en santé mentale et à l'accès de ceux-ci. Investissement dans la recherche en psychiatrie pour les causes et les traitements des troubles mentaux. Investissement dans les programmes de promotion en santé mentale pour renforcer nos facteurs de protection et qu'on travaille aussi sur les déterminants sociaux de la santé mentale et de prévention des facteurs de risque, incluant la prévention du suicide. Ensuite, investir dans des programmes d'éducation à la santé, à la maladie mentale, lutte contre la discrimination et stigmatisation pour la population en général, mais aussi pour les employeurs et les assureurs. Il faut qu'il y ait des conséquences réelles. Si on discrimine et que tout le monde sait qu'on discrimine, ça ne marche pas. Il faut qu'il y ait des conséquences. Ensuite, sur le plan individuel, donc, puisque, bon, je dois proposer de sauvegarde, lorsqu'une personne demande l'aide médicale à mourir pour seul motif la maladie mentale, pour moi, pour être éligible, et ça, c'est si je le dis parce qu'on est là à la commission et pas parce que je suis pour. Il faudrait une évaluation par un psychiatre et un psychologue sur l'état psychologique de la personne, ainsi qu'une évaluation de son risque suicidaire. Donc, si la personne cote risque suicidaire élevé ou risque suicidaire, il faudrait qu'elle ait accès aux services d'intervention de crise suicidaire. 2 évaluations, une au moment où elle demande l'aide médicale à mourir et l'autre lorsque, bon, c'est le temps pour recevoir l'aide médicale à mourir. Ensuite, avoir essayé tous les traitements existants selon les recommandations du psychiatre, considérant évidemment le client aussi, le patient. La personne doit avoir essayé ces traitements médicamenteux et ou psychologiques, dépendamment, et qu'elle trouve qu'aucun ne fonctionne à améliorer ses symptômes ni diminuer sa souffrance pour être éligible à l'aide médicale à mourir. Et sur le plan de l'acte en soi, donc c'est un acte médical, que l'AMM soit encadré et rigoureusement réglementé comme tout autre acte médical par le Collège des médecins. Le tout devrait être documenté rigoureusement et assujetti à une inspection. Donc là, on s'assure que... Finalement, j'aimerais terminer sur une note plus personnelle. Si vous me le permettez, je vais prendre une gorgée. Allez-y. Donc, les 20 dernières années, donc c'est la moitié de ma vie, hein, j'ai 44 ans, donc n'ont pas été très faciles pour moi du côté de santé mentale, de toute évidence. Bon, quand même, tout de même, j'ai réussi à être prof, psychologue et tout ce que je fais, là. Mais les derniers mois ont été les plus difficiles, je vous dirais. Je commence à peine à aller mieux, donc, comme je vous dis, il y a 2 semaines. Mais il y a un mois, j'avais tellement mal que je voulais en mourir, ou plutôt arrêter de souffrir. Voyez-vous, je suis là devant vous. Je suis encore en vie. Je sais que le chemin vers mon rétablissement sera parsemé d'embûches, mais j'apprends tranquillement, petit pas par petit pas, à me reconstruire.
Ce qu'il faut comprendre, c'est que le rétablissement ne signifie pas l'élimination de tous nos symptômes, ni un retour à la vie pré-diagnostique. C'est plutôt un processus de reconstruction de notre identité, une identité qui inclut la maladie mentale, mais qui n'est pas limitée à celle-ci. On est plusieurs personnes comme moi au Québec à passer par ce chemin chaotique ou mauvais diagnostic, mauvais traitement, tu sais, c'est ça. Mais plutôt que de nous arrêter à mi-chemin dans notre parcours, donnez-nous une chance, aidez-nous à avancer dans le processus de rétablissement et à vivre dans la dignité. Je vous remercie.